Alors, lançons notre nouvelle table ronde, proposer un dépistage pour chacun. Il y a plusieurs questions qu'on veut se poser. Comment améliorer l'adhésion des personnes au programme de dépistage? Est-ce qu'il n'y aurait pas de nouveaux cancers pour lesquels un dépistage serait profitable? Je pense au cancer du poumon, bien sûr. Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'orienter vers un dépistage plus personnalisé? On va en discuter avec le professeur Sébastien Courreau, le docteur Catherine Grenier et le docteur Suzette Delaloge. Alors, on va commencer avec vous, docteur Suzette Delaloge. Vous êtes médecin oncologue, chercheuse à Gustave Roussy, spécialiste du cancer du sein, et vous dirigez un programme qui s'appelle le programme Interception, qui a pour objectif la prévention et le dépistage du cancer chez les personnes à risque augmenté. On veut cibler les personnes à risque augmenté. Racontez-nous ça. Merci beaucoup, merci de cette invitation et de cette fantastique journée. Et on va là rentrer dans du concret avec des diapositives, une présentation assez classique pour parler de quelque chose qui met un pas de côté par rapport à tout ce qu'on vient de voir, qui était vraiment de la prévention primordiale dont on a mesuré l'importance cruciale. L'idée, c'est comment on fait en plus de cette prévention primordiale, comment on fait en plus du changement de trajectoire qu'on espère pour les générations à venir, comment on fait pour les personnes aujourd'hui qui ont été exposées, qui ont un risque de cancer et qui vont développer un cancer dans les années qui viennent. Déjà, et bien qu'en aucun cas on conteste les dépistages actuels, on sait qu'il y a une hétérogénéité des effets du dépistage, ça a été décrit par beaucoup d'équipes, en fonction du risque individuel, par exemple ici pour le cancer du sein qui m'est cher, en fonction de la densité mammographique et du niveau de risque, on va avoir des bénéfices qui peuvent être très élevés avec des effets secondaires entre guillemets sur diagnostic faux positifs qui sont moindres dans certaines populations et tout à fait le contraire dans d'autres, avec bien sûr 9 femmes sur 10 ou 7 femmes sur 8 qui vont avoir des mammographies alors qu'elles n'auront jamais de cancer du sein par exemple. Vous parlez des effets secondaires du dépistage, voilà. Hein, c'est ça. Exactement, des effets bien secondaires se mettre ça en du tête, dépistage. L'idée que le dépistage peut avoir des effets secondaires. Ouais, on peut l'appeler autrement, mais effet secondaire, c'est un vrai mot médical. Et donc, on a pas mal de preuves depuis longtemps de certains dépistages plus personnalisés. On vient de parler du dépistage du cancer du col. Pour moi, il est personnalisé ou plutôt stratifié, parce que personnalisé, on a un peu de mal pour l'instant, stratifié, on sait. Et typiquement, pour le col, c'est très stratifié en fonction de votre portage HPV, du type, du sérotype, etc. Et on a plein d'autres exemples, les risques génétiques de cancer du sein, syndrome de Lynch, etc. Les hauts risques de cancer du pancréas. Je n'ai pas parlé du tabac parce que Sébastien va en parler longuement. Il y a beaucoup d'autres exemples qui fonctionnent, pour lesquels on a déjà des recommandations qui sont souvent assez peu connues d'ailleurs. Par exemple, les hauts risques de cancer du pancréas, personne ne connaît ni sait quoi faire alors qu'il y a des recommandations existantes même en France. Et donc ça existe, ça fonctionne. Et donc une idée, c'est comment est-ce qu'on peut construire plus cette prévention qui va être complémentaire pour essayer d'enrayer, d'endiguer notre augmentation épidémiologique majeure. Donc bien évidemment, on est nourri de la compréhension des mécanismes de la carcinogénèse. Et dans les dernières années, on a fait des découvertes incroyables pour comprendre comment un cancer devenait un cancer. On n'est plus dans le mécanisme classique où l'accumulation de mutations était ce qui allait finalement donner un cancer. On sait qu'il y a des mécanismes qui impliquent l'immunosuppression, l'inflammation, le micro et le macro-environnement qui ont un impact majeur sur pourquoi un cancer survient. Et bien évidemment, on sait comment un certain nombre de facteurs, la pollution, le tabac, l'obésité, l'alimentation, etc., peuvent jouer un rôle sur cette cancérogénèse. Et ça nourrit une prévention plus personnalisée pour identifier les gens à risque, mais aussi pour savoir comment réduire les risques potentiellement chez certaines personnes ou identifier des biomarqueurs pour détecter plus précocement le cancer. Et donc c'est un cercle, on part de ça, ça nous permet petit à petit de mieux évaluer le risque individuel. Et avec les deux piliers qui sont la prévention primaire, c'est-à-dire la réduction des risques, et le dépistage. Et donc moi, je mets toujours les deux ensemble, parce que je pense qu'une erreur fondamentale, c'est de mettre et ça c'est un gros problème de fragmentation dans notre société actuelle, d'avoir un système de soins qui n'est dédié que
au dépistage, voire qu'à un dépistage, avec finalement aucun regard sur la réduction des risques, alors que là, on est dans des teachable moments, comme on dit, où on peut... Des teachable moments. Voilà, des moments d'éducation favorables à l'éducation, où on peut justement sensibiliser les personnes. Bref. Et l'enjeu majeur de tout ça, c'est d'abord prouver que ça marche et le mettre à l'échelle de faire monter à l'échelle de la santé publique. Et donc voilà, une prévention personnalisée du futur, c'est le primordial avant tout, qui est nourri par ce qu'on connaît de nos expositions, de la biologie du cancer, mais on ajoute un layer de personnalisation qui va concerner potentiellement des personnes un peu plus avancées dans la vie, avec des marqueurs plus personnels, plus stratifiés, qui vont dire, chez vous, vous avez un plus haut risque de cancer, il va falloir faire plus de choses, il y a vraiment intérêt à réduire les risques, etc. Ça, c'est tout l'enjeu de l'interception, c'est c'est identifier ces personnes-là qui sont plus à risque. Voilà. L'idée, c'est construire ce système qui est vraiment un système en plus du système primordial. Évidemment, le pendant de ça, c'est potentiellement, il y a des gens qui sont moins à risque pour lesquels on pourrait décroître un peu. Mais ça demande vraiment des niveaux de preuve encore plus élevés qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Donc l'idée, c'est évaluer à un temps donné le risque, ça permettrait d'intercepter le cancer. Et on sait qu'on a la capacité, avec les outils actuels, chez les gens qui vont développer un cancer, d'identifier 5 ans ou 10 ans avant une situation de très haut risque dans au moins 40 à 50% des cas. C'est facile pour un grand fumeur, par exemple. C'est aussi faisable dans d'autres situations. Donc, si on prend l'ensemble des cancers à très haut risque, si je puis dire, dans 40 à 50% des cas... Non, si on prend l'ensemble des cancers en général, d'accord. Chez 40 à 50% des gens qui développent un cancer, 5 ans avant, on aurait pu dire, attention, cette personne est à risque, il faudrait vraiment qu'elle fasse des coloscopies, des mammos tous les ans, un scanner low-dose, etc. Oui. Voilà, mais ça, c'est pas encore... On n'a pas un niveau de preuve suffisant pour le décliner à l'échelle de la population générale, et c'est ce que tous ensemble on essaie de construire. Alors, il y a quelques résultats. Je me suis concentrée sur le cancer du sein parce que vous savez à quel point je l'aime, mais il y a aussi des résultats très intéressants, par exemple dans le cancer de la prostate, bien sûr dans le poumon, etc. Là, on a eu récemment les premiers résultats d'une étude américaine Wisdom, pas tout à fait adaptée à l'Europe, parce qu'on comparait un dépistage standard du cancer du sein, c'est tous les ans, versus un dépistage stratifié. Et ce qui a été montré, c'est que le dépistage stratifié, qui permet de faire moins chez certains, plus chez d'autres, il est au moins égal au dépistage standard, voire peut-être un peu mieux, mais ce n'est pas significatif. Et vous voyez à quel point, quand même, on est capable, effectivement, réellement, de prédire le risque des personnes dans une étude prospective qui inclut 28 000 personnes. En France, on a l'autre grosse étude internationale qui a été financée par l'INCa et par l'Union européenne, dont on aura les résultats en 2027, qui est plus adaptée à nous, et qui est une étude qui compare le dépistage standard chez les femmes de 40 à 70 ans à un dépistage stratifié où on va commencer à un âge qui va être défini par le risque, faire des mammographies, voire des IRM selon un rythme qui va être défini par le niveau de risque. Donc on a pu inclure 53 000 femmes dans 6 pays, et cette recherche est vraiment fondamentale pour faire avancer ce champ d'un dépistage plus personnalisé. Donc voilà, ce que ça donne, je vous le passe très rapidement. On a des données de stratification de la population, 40-70 ans. On a à peu près un tiers des personnes qui pourraient avoir beaucoup moins de mammographie, un tiers qui serait comme maintenant, et un tiers qui aurait plus de mammographie, voire des IRM. Si on compare aux données de UK Biobank, par exemple, on a exactement la même stratification. Donc en théorie, l'impact qu'on attend, il devrait être là, on va voir. Un aspect très, très important, c'est tout l'aspect SHS de ça. C'est-à-dire comme on a déjà du mal à amener les gens vers un dépistage standard, comment on fait pour amener les gens vers un dépistage stratifié? Est-ce que c'est recevable? Est-ce qu'on est capable d'identifier les gens à risque ou pas à risque en médecine générale, dans la population, etc. Donc, on a plein de données qui sont en train de sortir dans MyPeps. Je ne vais pas vous passer tout très rapidement. Les femmes qui rentrent dans l'étude, vous allez me dire, il y a potentiellement un peu de biais. Oui, elles étaient un peu plus éduquées, etc. Mais il y avait un peu tout le monde quand même. Elles comprennent très bien les enjeux. Donc, le niveau de compréhension, il est très, très bon. Mais ça, c'est que la partie cognitive. Ça ne suffit pas, évidemment. Deuxièmement, les professionnels de santé, globalement, ils ont vraiment besoin d'être formés et éduqués. On a un vrai enjeu là-dessus. Et même si on avait dans les 700 investigateurs internationaux, même si on les avait bien formés au départ, à la fin, au bout d'un an,
il y en a quand même un certain nombre qui étaient encore pas super confortables avec l'annonce du risque, c'est quoi un score de polymorphisme, etc. Donc quand vous dites former, c'est former au fait de transmettre cette idée de stratification. Comprendre vous ce que avez c'est le peut-être risque. besoin d'un peu plus de suivi que quelqu'un d'autre. Être à l'aise, Oui. communiquer, et donc ça, c'est pas simple du tout, du tout. Et donc là, il y a un vrai enjeu là-dessus. Communiquer le risque, on sait à quel point c'est pas simple. Troisième aspect, évidemment, et ça, on a pu avoir les données qu'en Espagne, qui est un des pays participants. Il y a des grosses disparités sociodémographiques de qui rentre dans l'étude. Alors, il y a un aspect lié à la recherche clinique. On a toujours la même chose dans toute recherche clinique, mais il y a potentiellement un aspect aussi lié au dépistage stratifié. On ne sait pas. En tout cas, c'est comme d'habitude. Plus les gens sont éduqués, plus ils sont riches et plus ils vont bien et plus ils vont rentrer dans ce type d'études et vice-versa. Donc ça, tout le monde le sait, on est très sensible à ça. Impulsion, par exemple, est très sensible à ça. Mais il y a vraiment des efforts d'aller vers majeurs à faire. Un petit mot pour dire que nous, on a fait une étude récente sur le positionnement des médecins généralistes par rapport à la prévention au dépistage stratifié. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent très très bien. Par contre, ils sont extrêmement investis dans l'idée que la prévention, c'est quelque chose qu'eux devraient faire. Mais il y a très peu de leviers. Le levier, c'est essentiellement « je dois le faire ». Et c'est ma mission et c'est important. Mais il y a beaucoup, comme chacun sait, d'obstacles très organisationnels. Et la prévention, c'est pas quelque chose qui a ni un modèle économique très bon, ni un modèle social très bon. On ne va pas vous remercier pour avoir évité un cancer, parce que personne ne le saura. Et on a l'impression, pour le médecin, que vous embêtez les gens à leur parler de choses désagréables, etc. Donc cet aspect de qui délivre la prévention en France, c'est vraiment un sujet crucial. Dernier point, on en a parlé rapidement tout à l'heure, nous on a développé un programme pour voir est-ce qu'on peut délivrer un parcours de soins chez les personnes à haut risque pour tous les gens à tout haut risque de tout type de cancer. Pour l'instant, on n'est pas sur tout type, mais on couvre une dizaine de situations avec la médecine de ville, pharmaciens, infirmiers, médecins qui identifient le niveau de risque des gens, donc qui communiquent sur le risque, etc. Une journée d'expertise dans un centre de prévention spécialisée, pour l'instant c'est à l'hôpital, et puis un suivi en ville. Et donc pour l'instant on a inclus pratiquement 4000 personnes dans ce programme, on a 7 centres en France qui participent, c'est en cours d'augmentation. On va voir si ça marche. Il y a un article 51 dont la ministre a parlé tout de suite qui veut démontrer à long terme et mettre en place ce système si ça fonctionne effectivement. Et je voulais insister sur la partie très technologique. Parce que toute cette prévention un peu nouvelle, elle est très technologique. Il y a de l'IA un peu partout, il y a des biomarqueurs qui arrivent un peu partout, mais le digital est super important. Et évidemment, on voit qu'on a du mal avec qui est le professionnel. On a absolument besoin des humains, mais la partie digitale, elle est cruciale. Impulsion aura la même problématique. Donc nous, on a une appli digitale qui suit les gens, qui leur rappelle ce qu'ils doivent faire, qui les aide à suivre leur programme de prévention. Des gens qui ont été préalablement identifiés comme devant être... c'est ça. Exactement. Et cette partie digitale, elle est cruciale. Je pense que c'est un débat super important. Voilà, donc rapidement, en gros, pour moi, le dépistage personnalisé pourrait jouer un rôle majeur. Il y a un vrai besoin, on est d'accord, mais il doit être associé de façon systématique à la réduction des risques. Donc dans Interception, on fait dépistage et prévention et réduction. Évidemment, il faut démontrer à large échelle que ça marche, que c'est utile, que ça apporte beaucoup, que ça a un impact. Ça doit être développé à l'échelle de la santé publique. Ça ne peut pas être une médecine pour riches et éduqués, bien sûr. Et il y a quand même pas mal de défis à relever pour la mise en œuvre, dont l'accès, l'équité, le modèle éco. Voilà. Et donc la collaboration étroite entre les domaines de recherche, mais aussi entre les différents professionnels de santé et en dehors des professionnels de santé, comme ça a été dit tout à l'heure, de toute la société, elle est cruciale. Il faut absolument qu'il y ait d'autres acteurs sociétaux qui ne soient pas des professionnels qui portent ça, sinon ça ne va pas marcher. Sinon ça ne va pas marcher. Voilà, merci pour mon plaidoyer. Merci à vous. Docteur Delaloge, donc on voit que ce dépistage stratifié / personnalisé, il a déjà été testé en Grande-Bretagne avec des résultats. Et en France, on peut avoir des résultats à quel moment alors personne n'a fait ça pour l'instant. D'accord. Donc là, la France est vraiment avant-gardiste sur ce sujet. Ah, personne ne l'a fait. En fait, on a fait des silos. C'est-à-dire, on fait de la prévention. On a déjà fait en France la prévention personnalisée pour les femmes à haut risque génétique, le Lynch, etc. Ça, on fait déjà. Le truc, c'est qu'on fait des petits silos
où il n'y a pas forcément, pour la génétique, l'INCa a organisé depuis longtemps la systématisation. Mais là, on veut vraiment quelque chose de systématisé qui va au-delà de la génétique, qui est quand même une petite niche, parce que la plupart des risques qui sont plutôt déterminés par des déterminants sociaux, culturels, environnementaux, d'exposition. Donc là, il s'agit d'élargir ça et de proposer un parcours de santé dédié à la prévention. Et c'est ce qui nous manque finalement. On voit qu'on a besoin d'un déclic pour établir des parcours de santé, qu'on entende que la santé, c'est pas que se soigner quand on est malade. Voilà. Donc là, on est quand même en train de soigner les problèmes qui ont été créés par le fait qu'on est exposé à plein de choses, etc. Mais on voit bien qu'on ne va pas changer demain. Donc c'est quand même soigner des problèmes, mais il s'agit de faire en sorte que les gens restent en bonne santé. Donc c'est plus un parcours de santé. Ouais. Et quand est-ce que ça pourrait être oui, mis les en résultats, place? je n'ai pas répondu à la question. Normalement, dans 3-4 ans, on devrait avoir des résultats vraiment probants pour permettre de décider, oui, on continue à grande échelle ou pas. Dans le cadre de l'article 51 en particulier, on sera totalement évalué par la DGS, la CNAM, etc. Même. Très précisément. Bon, très bien. En tout cas, vous avez le sourire, donc ça laisse entendre que... Toujours. Ah bon, alors ça va. On peut espérer des résultats positifs. Professeur Sébastien Courreau, on va continuer avec vous. Vous êtes chef de service. Alors, vous avez un petit micro. Regardez, vous êtes équipé de micro. Parfait. Donc, on va laisser le micro à ma tête. Tout va bien. Je vous rends le micro. Voilà. Vous le gardez, il est à vous. On est équipés, nous. Voilà. Professeur Courreau, donc, chef de service pneumologie à l'hôpital Lyon-Sud, professeur de pneumologie à l'Université Lyon 1, président du Comité national contre les maladies respiratoires, et vous co-coordonnez le projet Impulsion dont on va parler. Avec Impulsion, on parle de cancer du poumon, et il s'agit là, Impulsion, d'une étape préalable à un vaste futur programme de dépistage sur le cancer du poumon. On vous écoute sur ce programme. Merci pour l'introduction. Déjà, merci beaucoup à l'INCa déjà pour la confiance dont ils nous font preuve depuis longtemps, et puis pour l'invitation naturellement. Je suis très très heureux de venir vous parler du programme Impulsion aujourd'hui et de vous présenter un petit peu ce beau programme qui devrait voir le jour dans les semaines à venir. Alors, hop, je sais pas si ça fonctionne. Voilà mes liens d'intérêt. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le cancer du poumon. Le cancer du poumon, je pense que vous le savez, est une cause majeure de mortalité en France et dans le monde. C'est la première cause de mortalité par cancer en France et dans le monde. Individuellement, ça représente un décès sur 20 aujourd'hui en France. Et vous savez que l'incidence, elle évolue, elle est stabilisée chez les hommes, fort heureusement, mais elle est en augmentation massive chez les femmes, en lien notamment avec, vous le savez, un retard épidémiologique lié au fait que les femmes ont commencé à fumer un petit peu plus tardivement. C'est 53 000 nouveaux cas par an, 30 000 décès par an, mais au-delà des chiffres, si vous voulez, j'aime bien voir ce que ça représente au quotidien. Au quotidien, chaque jour, en France, samedi et dimanche inclus, c'est l'équivalent d'un Airbus A320 qui se voit diagnostiquer un cancer du poumon. Chaque jour, en France, 365 jours par an, samedi et dimanche inclus, c'est l'équivalent d'une rame de TER qui décède d'un cancer du poumon. C'est pour vous dire vraiment le poids épidémiologique du cancer du poumon aujourd'hui en France et dans le monde. À côté de cela, on le sait, le cancer du poumon est un cancer qui est hautement prévenable. Alors prévenable déjà par la prévention primaire, et là j'abonde totalement dans ce que vient de dire Suzette sur le fait qu'il ne faut surtout pas opposer prévention primaire et secondaire. Et vous allez voir qu'Impulsion intègre vraiment les deux et marche sur deux jambes là-dessus. Mais également, c'est un cancer dont on sait l'efficacité pour le dépistage. Alors, on le sait, décès randomisé contrôlé, c'est pas autrement. On a vraiment un niveau de preuve très élevé qui permet de montrer aujourd'hui le fait que le dépistage du cancer du poumon réduit la mortalité globalement de 20% du cancer du poumon et surtout a un impact également en mortalité globale, quelque chose qui n'est pas anodin dans le domaine de la santé publique, d'avoir un impact en santé globale pour une mesure de santé publique. En d'autres termes, en dépistant le cancer du poumon, on sauve des vies, on les estime à peu près à 7 500 par an, on augmente l'espérance de vie du groupe à risque que l'on va dépister. Alors, ceci étant dit, Impulsion, c'est une étude de faisabilité vers un futur dépistage organisé du cancer du poumon. L'idée, en fait, c'est de travailler collectivement à une étude de calibrage à
haute intensité, si j'ose dire, du dépistage du cancer du poumon sur l'ensemble du territoire avant d'envisager sa généralisation. Donc, vous voyez qu'on prévoit de recruter 20 000 participants. 2 mots sur les critères d'éligibilité, comme ça, en même temps, vous allez voir, je vous forme pour pouvoir porter la bonne parole autour de vous, et donc comme ça, c'est pas plus mal. Donc, qui est éligible aujourd'hui en France? Les 50 à 74 ans, qui sont soit fumeurs actifs, soit qui ont arrêté il y a moins de 15 ans, et qui ont fumé au cours de leur vie plus de 20 paquets années. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude du paquet années, c'est un indicateur qu'on utilise en tabacologie. C'est 1 paquet de cigarettes par jour pendant 1 an. Si vous en avez fumé 2 par jour pendant 10 ans, vous êtes à 20. Si vous en avez fumé 2 par jour pendant 30 ans, vous êtes à 60. Cette population éligible va se prêter donc à l'étude impulsion. L'étude impulsion, bien se rappeler qu'il y a 2 éléments. Il y a un élément tabacologie et un élément scanner, imagerie. Première étape donc, après avoir été inclus formellement, première étape, l'accompagnement des sujets qui fument vers un sevrage tabagique. On en dira un tout petit mot derrière, mais l'idée justement est vraiment de leur proposer un accompagnement. Et puis derrière, ce qui fonctionne en prévention secondaire, c'est le dépistage des formes précoces de cancer du poumon, là où on peut agir avec efficacité en termes de traitement. Et c'est le scanner faiblement dosé, fait régulièrement, qui va nous permettre effectivement d'avoir à ce moment-là le dépistage qui va se faire. Le dépistage par scanner faiblement dosé, c'est 2 fois espacé d'1 an, puis tous les 2 ans. J'insiste dès à présent sur le fait qu'il est absolument majeur de continuer régulièrement à se dépister. C'est vrai dans les autres dépistages des cancers du poumon, des autres dépistages des cancers, c'est vrai aussi dans le dépistage du cancer du poumon. Pour la petite histoire, mais c'est quand même un élément important, puisqu'aujourd'hui on parle de santé globale. Vous savez que dans le thorax, il n'y a pas que les poumons, un pneumologue qui vous le dit, donc comme quoi ça doit être vrai. En l'occurrence, il n'y a pas que les poumons, et vous savez également que cette population, étant fumeuse, est à risque de beaucoup d'autres pathologies. Et donc, clairement, en faisant un scanner du thorax, on a une opportunité très historique d'aller étudier d'autres pathologies prévalentes. Je pense bien sûr aux maladies bronchiques, aux pneumopathies interstitielles diffuses, je pense bien sûr à l'ostéoporose et bien sûr au risque cardiovasculaire. Et ça, c'est des éléments qu'on va étudier dans le cadre d'impulsion, dans le cadre d'ancillaire, mais également dans le cadre du projet Princeps. 2 mots, j'en parlais sur la tabacologie, et je me permets finalement un petit peu d'avoir la tribune pour attirer un peu l'attention sur les ressources en tabacologie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La tabacologie, vous savez que c'est une des principales le tabac, pardonnez-moi, c'est une des principales causes de mortalité en France. Et pour autant, les ressources en tabacologie sont bien insuffisantes aujourd'hui. Je pense qu'on en est tous convaincus. Donc vous avez vu qu'on a intégré cette prévention primaire dans l'impulsion, et ça, je crois que personne ne peut contester le fait qu'il faut associer les deux. Il y a une littérature très abondante là-dessus. Là n'est pas la question. Mais il y a probablement, et c'est un peu le sujet de cette étude que l'on va proposer prochainement, de travailler finalement à une intensification et une systématisation des choses avec les ressources tabacologiques. Je vous ai dit, elles sont inégalement réparties sur le territoire. Aujourd'hui, un des freins pour un investigateur potentiel d'impulsion, c'est de dire j'ai pas de ressources en tabacologie et je ne sais pas faire autour de moi, j'ai besoin d'un service. Et donc avec l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, on a monté un projet de plateforme de télétabacologie qui permet de proposer des solutions de tabacologie de manière finalement délocalisée, homogène et bien faite. Et c'est tout l'enjeu de ce projet que nous sommes en train d'essayer de développer de manière interrégionale, puisque beaucoup d'ARS nous ont fait part de leur intérêt pour ce type de projet. Si je reviens sur Impulsion, comment ça va être organisé de manière pratique ? Eh bien, vous voyez que nous allons avoir nos petits participants qui vont être stimulés, si j'ose dire, par plusieurs moyens. Il y aura bien sûr une campagne de communication qui est en train nous sommes en train d'y travailler avec un groupe de travail commun qui englobe la CNAM, la HAS, l'INCa bien entendu, et puis le promoteur. Combien de personnes déjà vont être incluses dans... 20 000 personnes. 20 000. On cherche à inclure 20 000 personnes. Alors 20 000, ça peut paraître beaucoup. C'est beaucoup pour une étude. C'est 0,5% de la population éligible. Je vous rappelle qu'en France, on estime qu'il y a 4,5 millions de personnes qui sont éligibles. Donc c'est beaucoup, naturellement, pour une étude, ce n'est pas le propos. Mais vous voyez que c'est quand même facilement atteignable, et en tout cas, on espère pouvoir l'atteindre. Le deuxième stimulus, c'est les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est quoi ? C'est vous, maintenant. Vous êtes tous et toutes devenus des ambassadeurs du dépistage du cancer du poumon. L'idée, effectivement, c'est de porter la bonne parole, de former des gens, justement, pour que ces gens puissent dans leur écosystème, dans leurs associations, dans leur territoire, porter ce message. Et puis il y aura peut-être également localement du travail en termes d'invitation et d'information.
Autre élément, hein, c'est que nous allons développer les allées verts, je vais y revenir juste après. Nos participants, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont pouvoir se tourner bien sûr vers les professionnels de santé impliqués, bien sûr, hein, il faut encore les localiser, je vais vous expliquer comment. Mais l'autre solution, c'est de se faire aider. Je vous ai dit tout à l'heure, les critères d'inclusion, vous les avez probablement déjà oubliés, et votre belle-mère, a priori, elle aura du mal à les retenir toute seule. Donc, il va falloir que quelqu'un les aide, et c'est l'idée, si vous voulez, des tiers formés, avec le Centre national d'appel ou le site internet que nous avons développé. Le Centre national d'appel, vous pouvez dès à présent retenir le numéro, c'est le 3433. Il n'est pas encore tout à fait opérationnel, on attend juste de pouvoir démarrer. 3433, un appel que vous pourrez, un numéro que vous pourrez utiliser, qui tombera sur un opérateur qui pourra accompagner l'appelant pour le vérifier s'il est éligible, lui donner des informations sur impulsion et l'orienter vers un investigateur à proximité de son domicile. Même chose sur dépistage-cancer-poumon.fr, la même chose mais sans l'opérateur, donc ça c'est pour ceux qui préfèrent le pur digital. Et puis bien sûr, ensuite, vous vous retournerez vers les investigateurs en soins primaires et investigateurs en soins secondaires, qui derrière vont pouvoir vous accompagner autour du parcours. Vous attendez les résultats quand? Alors les résultats vont arriver en plusieurs fois. Les résultats le premier résultat qu'on va attendre, c'est la courbe de participation. En fait, le vrai enjeu, c'est combien on va réussir finalement à recruter, en combien de temps on va réussir à recruter nos 20 000 participants. Ça, j'aurais tendance à dire, j'aimerais le savoir le plus vite possible. Instantanément. Voilà, parce que ça veut dire effectivement qu'on aura réussi notre pari. Premier résultat, c'est celui-là. Le deuxième, évidemment, c'est le taux de positivité des cancers au premier tour de dépistage. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on aura assez rapidement, 1 an après le dernier inclus, hein, pour être simple. Mais les résultats finaux, c'est plutôt 2030, effectivement. 2030, Ouais, plutôt. tout à fait. D'accord. 2 mots sur les allées verts, peut-être? Oui. 2 mots sur les allées verts, juste pour vous dire qu'on va développer les allées verts. On en a beaucoup Ça vous parlé. embête? Le pneumobile, on va en parler ensuite, il n'y a aucun On peut problème. revenir en arrière. 2 mots sur les allées verts. L'idée des allées verts, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est effectivement d'aller vers le public pour essayer de le capturer, si j'ose dire, et de l'embarquer directement dans le programme et de lutter effectivement contre les inégalités sociales et les inégalités géographiques. Donc plusieurs programmes d'allées verts vont être déployés dans le cadre d'Impulsion et voilà. Parfait. Merci beaucoup, professeur Courreau. Alors, il y a une question qui est arrivée pour vous. Est-ce que les personnes qui ont été fumeurs passifs longtemps peuvent être incluses dans Impulsion? Alors c'est une très bonne question, et là on rejoint la question de Parce que vous avez dit mais non. 20 paquets années, hein, c'est Ouais, ça 20 paquets années actifs. 20 paquets années, ça veut dire un paquet par jour. C'est l'équivalent d'un paquet par jour pendant 20 ans. C'est quand même beaucoup. Mais si, ouais, c'est donc beaucoup, fumeur actif. Ouais. C'est beaucoup, vous voyez que c'est déjà 4,5 millions de personnes en France. Hein, donc c'est beaucoup effectivement, mais non, la question est très bonne. Mais le tabagisme passif n'est pas intégré dans cette notion-là. Et là, on rejoindra... Mais il y a un risque quand même. Il y a un risque, c'est pour ça qu'on rejoint la notion de stratification du risque. Et dans Impulsion, on va travailler à cette question de stratification du risque et score de risque. Mais pour le moment, la réponse est non. Bon, et on va reparler de pneumobile, hein, bien sûr, parce que c'est une initiative vraiment, allée vers, tout à fait intéressante. On va continuer avec vous, docteur Catherine Grenier. Vous êtes médecin conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie, et donc, à ce titre, en charge de la politique de l'assurance maladie en matière de santé publique et de pratique médicale. Alors, l'assurance maladie, depuis 2 ans, a repris le rôle, la mission d'invitation au dépistage. C'est vous qui envoyez les courriers? Eh bien oui, bonjour à tous. Effectivement, l'assurance maladie a repris en janvier 2024 dans le cadre d'une stratégie nationale et en lien avec l'INCa, la DGS et Santé publique France, le rôle spécifique des invitations au dépistage. Alors il y a eu beaucoup de raisons à cela. Les 2 principales raisons sont l'utilisation pour cibler la population sur des critères qui existent dans les bases de consommation de soins, donc effectivement très réducteur par rapport à ce qu'on a vu que le professeur Delaloche porte. On n'en est pas là, mais on peut déjà travailler à partir des bases de données pour cibler au mieux la population générale qui est accompagnée vers le dépistage. Et puis la deuxième raison, c'est... un exemple de quelqu'un à qui, du coup, vous n'adresseriez pas certains courriers de dépistage? Tout simplement une femme qui a bénéficié ou eu une mammectomie bilatérale.
Donc ça, nous l'avons dans les bases. On est capable de remonter sur 20 ans aujourd'hui dans nos bases. Et c'est des choses que l'on peut éviter. Vous êtes en mesure d'éviter de lui envoyer des invitations au dépistage. Voilà, on n'enverra pas les invitations. On a beaucoup de critères qui ont été vus scientifiquement, qui sont évidemment fondés sur les recommandations nationales qui sont portées par les experts. On applique les recommandations qui sont faites sur le plan scientifique. Et la deuxième raison, c'est que l'assurance maladie, c'est un opérateur industriel. Il est capable de faire des envois en grande masse avec de multiples outils. Alors bien sûr, les messages, mail, les messages dans le compte, Amélie, bientôt les messages dans mon espace santé, c'est prévu pour cette année. Donc vraiment beaucoup de manières d'apporter l'information auprès de la population. Et bien sûr, tout cela est complété par la communication nationale qui est réalisée par l'INCa, par l'assurance maladie. On est vraiment en soutien de ces campagnes nationales de communication. Donc, et c'est vous sur Doctolib aussi? Parce que moi, je vais sur mon Doctolib pour prendre un rendez-vous et là, on me dit « Ah, mais est-ce que vous êtes fait dépister là, sur ce cancer-là » Alors, Doctolib reprend les grandes orientations des recommandations nationales. Ils font moins bien que l'assurance maladie. Oui, beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien que l'assurance maladie parce qu'ils n'ont pas la capacité à savoir si la personne a déjà participé au dépistage ou pas. C'est quand même un élément important parce qu'on a aussi un sujet. On parlait de SHS et d'acceptabilité des dépistages. Il ne faut pas non plus qu'on soit aveugle sur la situation des personnes, enfin qu'on affine. La personnalisation, c'est aussi ne pas envoyer une invitation à quelqu'un qui ne doit pas la recevoir. Et on sait qu'il y a une saturation des messages. Donc il faut qu'on soit aussi vigilant sur ce plan-là. Toujours est-il qu'on a quand même 40 millions de courriers qui sont partis en 2025 à la population sur les 3 dépistages organisés du cancer. Qui comprennent les invitations initiales et des relances. Donc colorectal, col de l'utérus et cancer du sein. 40 millions de courriers au total. Et je voulais mettre en exergue aussi le fait qu'on avait envoyé 1,9 million de kits de dépistage du cancer colorectal à domicile à la 2e relance pour les personnes qui reçoivent les courriers, l'ont déjà fait, mais ne passent pas à l'acte de la réalisation puisqu'on a la capacité à savoir s'ils ont réalisé le test ou pas. Je rappelle que l'assurance maladie sait si les personnes ont réalisé les interventions de santé, nous n'avons pas les résultats. Donc nous sommes aveugles sur le résultat de santé qui permet de personnaliser davantage ce qu'évoquait Suzette tout à l'heure. Alors sur tous ces enjeux, on a évidemment, on est loin d'être dans une situation parfaite. On a une amélioration à réaliser sur la participation à ce dépistage, puisque nos taux de participation que vous connaissez tous, que je ne vais pas redire ici, mais sont largement insuffisants. Donc on connaît tous, mais rappelez-nous, alors c'est quoi le... On est en dessous des standards, vraiment en dessous des standards, que ce soit pour le cancer du sein ou si on prend en compte le dépistage individuel, on arrive quand même à des taux au-dessus de 60%. Pour le cancer du côlon, on n'atteint pas le standard minimal. On a de bons signaux récents sur le cancer du côlon avec entre janvier et octobre 2025, c'est une photo intermédiaire que nous vous donnons à partir de nos données. On a plus de 10% d'augmentation de la participation au dépistage. Sur 10 mois, en 2025, plus 10%. Oui, entre janvier et octobre, on a eu plus 10 points d'augmentation. Donc on sent qu'il y a tout de même des signaux positifs autour de ces sujets. Je signale aussi évidemment que le dépistage du cancer du côlon, premier niveau, dépistage sur le risque moyen, c'est-à-dire le fait de réaliser un kit, c'est ce qu'il y a de plus simple, pas d'effet secondaire du dépistage, une réalisation sans professionnel de santé, possible au domicile. Donc on comprend bien pourquoi ça va plus vite que sur les autres. On a évidemment aussi un problème d'accès. C'est très français, ce problème d'adhésion au dépistage? Non, ce n'est pas du tout français. Il y a une étude de l'OCDE qui montre que le nombre de pays qui atteignent plus de 50% de participation au dépistage organisé des trois cancers les plus fréquents, c'est les 3 nôtres, et 5, je crois, il y a 5 pays sur 27, donc sur 29, puisqu'ils ont rajouté 2 à leur échantillon de base. Donc non, on n'est pas isolé, c'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Donc on a des actions évidemment de communication,
de lutte contre la désinformation. C'est important aussi parce que c'est tellement facile de dire oui, mais il y a un risque, donc je ne le fais pas. Je pense qu'il faut qu'on soit très très vigilant, y compris sur le développement du dépistage du cancer du poumon. Et puis on travaille évidemment sur la facilitation de l'accès au dépistage, donc avec l'élargissement des effecteurs qui peuvent réaliser les actions de dépistage. Un sujet réel sur l'accès à la mammographie. J'entendais encore ce matin, à l'occasion de débats sur la journée d'aujourd'hui, qu'il y a des femmes qui n'accèdent pas à une mammographie dans un délai d'1 an. C'était ça qui a été cité. Donc il y a un vrai sujet. On travaille sur les différentes mesures qu'on peut mettre en œuvre, y compris sur le plan conventionnel avec les radiologues. Il y a un travail qui est en train d'être travaillé. Enfin, on travaille le sujet pour faire des propositions, pour essayer d'être incitatif. Par manque d'offres dans certaines régions. Il y a un manque d'offres. Il y a un manque de radiologues qui réalisent beaucoup de mammographies en dépistage organisé. On a des sujets évidemment de financiers derrière tout cela, donc c'est en cours de réflexion, mais le sujet est bien identifié. Et peut-être dire un mot sur l'aller vers, puisque la démarche d'aller vers, on a vu qu'elle marchait. L'assurance maladie a été un grand porteur des démarches d'aller vers dans le cadre de la crise Covid. Donc c'est de là qu'on s'est dit que c'était une démarche intéressante, y compris quand on dit l'aller vers, ça peut être des camions, mais ça peut être aussi des appels téléphoniques sur des populations les plus éloignées du système. Et donc nous avons installé d'abord une première plateforme pour voir, et puis on étend notre dispositif de plateformes téléphoniques avec des conseillers de l'assurance maladie qui sont formés et encadrés évidemment par des professionnels de santé et qui réalisent des accompagnements avec des premiers résultats très positifs aussi, qui sont encore partiels, mais on a fait plus de 750 000 accompagnements sur l'année 2025, donc vous voyez qu'on a une force de frappe importante. On envoie les kits donc, depuis février 2025 et on a des résultats à plus 9 points globalement sur l'ensemble des actions d'aller vers que nous faisons. Nous faisons 81% sur les dépistages organisés. Le reste, c'est de la grippe, puis des tests sur différents sujets, y compris des maladies cardiovasculaires. Des courriers, des SMS, des... Alors l'aller vers, c'est quand nous on parle de la plateforme aller vers, c'est une fois qu'on a fait les 2 mails, le courrier postal, le SMS, des personnes qu'on n'a pas touchées. Il y en a encore beaucoup. On a dit, on est à des taux insuffisants de participation. On cible les personnes les plus éloignées, absence de médecin traitant, complémentaire santé, donc des gens qui sont plus vulnérables, moindre consommant. Et on va, puisque moindre consommant, ça veut dire qu'ils n'ont pas de contact ou peu de contact avec le système de santé, et on va les appeler, les accompagner le plus loin possible dans la réalisation, y compris la prise de rendez-vous pour une mammographie. Ce qui nécessite pour nos équipes d'aller négocier des plateformes, des temps de rendez-vous disponibles chez des radiologues pour pouvoir envoyer les personnes. Un message complémentaire, quand la personne a son rendez-vous, elle y va. On a très peu de no-show, comme disent les spécialistes, une fois que ce rendez-vous a été pris dans ces conditions-là. Et donc, sur cette population, plus 9 points d'accès au dépistage par rapport à la même population qu'on n'a pas réussi à joindre. Donc c'est quand même un facteur très positif sur notre capacité à agir sur le sujet. Vous avez présenté l'assurance maladie comme un industriel. Un industriel du dépistage. Ouais. Vous êtes capable de faire des choses fines aussi pour aller chercher ceux qui consomment le moins, qui n'ont pas de médecin traitant, etc., pour les ramener dans le système finalement. Oui, sur des données sociales comme ça, oui. Évidemment, nous n'avons pas les données cliniques qui nous manquent. Alors, il y avait le docteur de la loge, professeur de la loge, à mon côté, qui tout à l'heure a dit que les médecins étaient peut-être pas suffisamment motivés, formés, motivés y compris financièrement. Mais en même temps, vous m'avez dit que le médecin aujourd'hui il est rémunéré s'il se lance dans des démarches de prévention avec le forfait médecin traitant. Oui, c'est une évolution importante de la convention médicale qui a été signée en juin 2024. En 2026, la rémunération sur objectif de santé publique qui existe depuis des années et qui était un financement complémentaire des médecins généralistes, des médecins traitants,
c'est la cible médecin traitant, sur des pourcentages de population de leurs patients médecins traitants qui avaient réalisé, par exemple, une action de dépistage, ça y était déjà. La nouveauté en 2026, c'est que nous allons restituer à chaque médecin traitant une information nominative par patient sur la réalisation d'un certain nombre d'actions de prévention, dont les 3 dépistages organisés du cancer. C'est-à-dire que le médecin va disposer d'un tableau de bord. Je ne l'ai pas encore vu, mais on le prévoit pour qu'il soit capable de classer par dépistage, mais aussi par personne, pour avoir cette vision globale. Et ça, c'est extrêmement important. Je partage complètement cette idée de ne pas produire des silos par dépistage, de travailler sur la personne, dans son contact avec son patient. Il pourra faire le point sur ces dépistages et il est rémunéré à hauteur de quelques euros, mais c'est significatif, pour chaque patient dépisté. Et un élément auquel je tiens beaucoup, il est rémunéré que le patient soit vacciné, dépisté par lui ou par qui que ce soit d'autre dans le parcours de soins. Et ça, c'est important parce que ça cherche aussi à valoriser la délégation de tâches, la coopération entre professionnels et d'éviter les silos aussi dans l'organisation des soins. On a une question peut-être pour vous, professeur Delaloge. Quel est le secret pour convaincre des patients qui savent qu'ils sont à risque de venir se faire dépister? Car parfois, ils préfèrent ne pas savoir. Alors, ça ne sera pas des patients, on va dire des personnes. Des personnes. Alors, en fait, je n'ai pas le secret, il n'y a pas un secret. Il y a beaucoup de données scientifiques qui ont été produites. Et voilà, c'est assez individuel. C'est-à-dire que, en gros, le professionnel qui doit gérer la personne doit essayer de comprendre le plus rapidement possible quels vont être les leviers de cette personne pour être incitée, quelles vont être ses barrières, pourquoi est-ce qu'il ne va pas avoir envie, est-ce que c'est la peur, est-ce que c'est la culpabilité, comme pour le tabac, etc. Enfin, il y a un certain nombre de leviers, donc c'est bien de connaître. Et ensuite, globalement, il faut que la personne ait quelque chose à gagner à le faire. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut gagner. Donc, il s'agit de vendre la partie quand même assez positive, tout en étant objectif sur l'explication et en n'y passant pas 30 minutes. Et donc, évidemment, il ne faut pas être culpabilisant. 2, c'est bien de connaître déjà la personne. Souvent, ça va être pas en un contact, mais un petit peu répété. Et identifier surtout, travailler sur les leviers. C'est-à-dire, voilà, c'est super que vous le fassiez parce que vous pourrez probablement, dans la plupart des cas, être rassuré. Et si jamais il y avait quelque chose, vous l'auriez trouvé tôt, vous seriez très content d'avoir trouvé ça, etc. Enfin, il y a des messages à diffuser. L'HAS a des guides d'explication et d'entretien pour aider, par exemple, les gens à aller vers l'arrêt du tabac. Bon, c'est un peu autre chose, mais c'est assez important de se faire son propre guide de comment on aborde les choses. Et donc, il n'y a pas un secret magique par personne. Et je pense qu'être un professionnel qui connaît la personne, ça aide pas mal. Et globalement, quand on interroge les personnes, on a fait pas mal de travaux en cours de publication aussi avec des usagers du système de santé. Le médecin traitant est quand même une personne qui revient pour plus de 50% des personnes, ce qui est quand même encore beaucoup malgré la défection un peu du système actuel. Donc je pense que le côté quand même avec ces corps intermédiaires de santé, ça reste quelque chose d'important. C'est pas la seule chose, mais ça aide. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a à gagner à le faire? Et la plupart des gens, ils voient beaucoup de ce qu'ils ont à perdre. Voilà, donc il faut essayer d'avoir une analyse fine des ressorts des personnes, ce qui les motive à être évitants. L'estime de soi, ça peut être bien, entraîner les autres. Il y a pas mal de leviers qu'on peut aider les personnes à identifier. Transformer la chose, ok. Alors, on s'était dit qu'on allait parler de pneumobile avec vous. Pneumobile, c'est un semi-remorque. Et donc, quand on parle d'aller vers, là, c'est vraiment de l'aller vers. Vous venez avec un semi-remorque. Oui, c'est pas très léger, effectivement. On vous voit. C'est pas très léger. Donc, effectivement, on a conçu ce premier dispositif d'aller vers lourd. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est vraiment de proposer à la porte des participants le parcours complet en santé respiratoire,
qu'on peut avoir dans le cadre du dépistage du cancer du poumon. Parcours complet, donc. Parcours complet. Donc en fait, les personnes vont être déjà accueillies. On va vérifier qu'ils sont éligibles, bien entendu. On va ensuite les enregistrer pour nous, c'est important, passer la carte vitale, vérifier les enregistrer, avoir leur identité. Puis ensuite, ils vont rencontrer une première infirmière qui va leur proposer une évaluation du risque cardiovasculaire avec une mesure de la tension artérielle, la réalisation d'une spirométrie. La spirométrie, c'est le test du souffle qui permet de voir s'il y a des maladies liées au tabac sur les bronches. Ensuite, les participants vont bénéficier d'un scanner thoracique faiblement dosé qui sera interprété à distance par les radiologues et qui sera transmis derrière, évidemment, aux participants et à son médecin traitant. Et puis, on a derrière une consultation de prévention de tabacologie. Alors, de tabacologie pour les 2/3 de participants qui sont fumeurs. Et donc, on va les aider, on va initier une consultation de tabacologie. Consultation de tabacologie dont on va prendre le relais ensuite à distance en télétabacologie avec les personnes de mon équipe qui vont ensuite rappeler les participants plusieurs fois sur une base mensuelle pour les accompagner. Et puis, pour ceux qui ne sont pas fumeurs, on en profite pour faire un acte de prévention. On a des parcours de prévention sur, par exemple, la santé mentale, les autres addictions, les autres dépistages des cancers. Donc, le parcours complet, et ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très alors, bien. on n'a pas de données, on va dire, scientifiques pour le moment, mais je vais vous donner quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 6 mois, on a eu 1000 personnes qui sont passées par le pneumobile. On n'a pas de no-show, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Les gens très viennent. peu. Les gens viennent. Les gens s'inscrivent, ils viennent, ils sont très contents. Ils veulent revenir après, ça c'est un autre problème. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi ce succès-là? Ils veulent revenir après. Oui, ils veulent revenir après. Ils nous rappellent, ils nous disent revenez succès. l'année prochaine. Et les territoires d'accueil sont très contents également que l'on vienne. Pourquoi ça marche? On dit qu'on a du mal à motiver, on dit qu'on a un manque d'adhésion. Je n'ai pas dit qu'on avait tout le monde, j'ai dit que ceux qui venaient. C'est vrai. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai. On n'est pas exhaustif. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ceux qui viennent, qu'est-ce qui leur plaît? La notion d'aller vers. Le fait, vous venez vers moi, et vous venez vers moi avec une innovation. En l'occurrence, une innovation organisationnelle. Et ça les touche Donc beaucoup. il y a quelque chose de valorisant? Oui. Ouais. Oui, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que l'on reçoit. La deuxième chose, c'est que ça lève beaucoup de freins. C'est-à-dire qu'un des freins, mais je pense qu'on l'a tous partagé, c'est j'ai pas le temps, c'est loin, j'ai pas envie, il faut que je prenne un rendez-vous. Alors que là, tout est simple en réalité. On a une équipe. On vient sur la place du village. Exactement, quasiment en chaussons, avec le croissant éventuellement. Et puis, alors, on a beaucoup de croissants et de confitures qui nous sont apportés d'ailleurs. Sympa, ça. Mais en l'occurrence, effectivement, il y a vraiment le côté simple, le côté levé de frein, en fait, qui est vraiment facile. Et donc, ça fonctionne vraiment très bien. Alors, 2 chiffres quand même intéressants. Donc, quand vous arrivez, les rendez-vous sont déjà prêts pour 3 oui, jours. Oui. Et il y a même vous refusez du monde. Ouais. Ça, c'est moins drôle. Mais effectivement, on est un peu victime de notre succès. C'est-à-dire quand on vient pour 3 jours, aujourd'hui, effectivement, on a plus de difficultés à gérer les gens qui veulent venir en plus qu'autre chose. Alors, une grande question très importante, c'est est-ce que vous arrivez du coup à toucher des personnes qui sont éloignées du système de santé? Alors, 2 chiffres pour... alors évidemment, on vient de commencer, ça fait 6 mois qu'on a commencé, donc je n'ai pas de chiffres consolidés, mais 2 chiffres qu'on a sortis de la base de données malgré tout et qui sont assez intéressants. 50% des personnes que l'on touche n'ont jamais participé à aucun autre dépistage de cancer. Premier point. Deuxième point, notre score EPIS, pour ceux qui savent, le score EPIS, c'est une des façons de mesurer la précarité sociale. Pas la meilleure. EPIS, E-P-I-C-E-S. Voilà. Épiceux, d'accord. Développé par l'assurance maladie d'ailleurs, si je ne dis pas d'ânerie. Oui, pas que. Mais ce score EPIS, en fait, on est à un score EPIS qui est relativement élevé, qui montre effectivement que 30% des personnes qui viennent au pneumobile sont des gens précaires, considérés comme étant très précaires. 30%. Ce qui pour nous est quand même vraiment quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Vous parlez d'un couple d'agriculteurs qui évidemment n'a pas le temps de partir, de réserver toute une journée pour partir à 2 heures. Oui, c'est l'exemple qui m'a touché de ce couple d'agriculteurs qui est venu en couple. Tous les deux étaient parfaitement éligibles malheureusement et qui m'expliquaient qu'en fait, avec leur activité, avec leur élevage, en fait, s'ils étaient malades, ils étaient OK pour descendre à la ville pour faire les choses, mais tant qu'ils n'étaient pas malades pour de la prévention, en fait, ils me disent « non, mais moi, je ne vais pas passer ma journée à aller faire un scanner, puis aller voir un médecin, etc. à la ville. Par contre, là, vous êtes là, ça vaut le coup. » C'est ça. C'est ça. Alors, on a une autre question. On vous demande quelle réponse, c'est un professeur de médecine qui vous pose la question, quelle réponse au problème de plus en plus fréquent de personnes dépistées positives pour un cancer du côlon qui n'arrivent pas à avoir un rendez-vous dans les délais pour une coloscopie.
Parfois, il faut l'accès, il faut attendre 10 mois dans certains départements. Qui se lance? Alors moi je suis pneumologue, j'ai une bonne raison de ne pas vous répondre. Alors moi, j'ai assez peu de raisons de ne pas répondre, donc je vais tenter une réponse. On est sur un sujet encore plus sérieux, enfin tout aussi sérieux pour ne pas graduer d'accès aux soins, d'une vraie difficulté de réponse immédiate, parce qu'en plus on a un sujet de perte de chance, donc on doit pouvoir agir. Si je fais une réponse politiquement correcte, je dirais qu'il faut se tourner vers les acteurs de santé locaux, les médecins traitants. La caisse primaire d'assurance maladie doit aussi pouvoir répondre sur l'accessibilité sur le territoire, donner des voies d'orientation. En tout cas, c'est un sujet important. Alors, pour revenir à un sujet de prévention, on nous fait remarquer qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires. Pourquoi pas le vaccin HPV? Alors, Toujours pneumologue. Hein. Ouais. Peut-être Suzette peut dire. L'obligation, c'est tout un sujet. Je n'ai pas vraiment d'opinion sur la question, mais il n'y a aucun pays qui a rendu le vaccin obligatoire. D'accord. Et ça marche très bien dans des pays de façon différente. Je ne crois pas qu'en France, on a vraiment le pays où le côté obligatoire fonctionne le mieux. Ah oui, c'est vrai. Donc, bon, non, l'idée n'est pas mauvaise. Et il y a cette question de vacciner aussi contre la grippe de façon obligatoire dans les EHPAD qui est en cours. Et c'est vrai que souvent, les personnes âgées nous disent, même les personnes qui ont un cancer, nous disent « non, je ne veux pas me vacciner ». Alors, je leur demande pourquoi, il n'y a aucune vraie raison rationnelle. Et donc là, on a un vrai problème. Mais bon, en tout cas, ni pour l'un ni pour l'autre, le côté obligatoire ne me semble une super idée. Mais voilà, je n'ai pas vraiment d'opinion supplémentaire sur cette question. Je partage, je ne pense pas que l'obligation soit surtout chez des ados. Il y a un sujet d'accessibilité, de faciliter l'accès, de prise en charge financière du vaccin. Ça, oui, mais l'obligation ne nous semble pas être le levier le plus intéressant à mobiliser. En prévention, l'obligation, c'est quand même un peu étonnant, dans la mesure où on n'est pas sur une maladie... Enfin bon, ouais, c'est un peu bizarre. Ah, Norbert Ifra, prenez un micro. Si j'osais, de toute façon, on est en phase d'augmentation régulière de la confiance que portent nos concitoyens à cette vaccination. Et il faut d'abord voir à quelle hauteur ça va monter avant de s'interroger sur le fait de les rendre obligatoires. Comme il faut peut-être aussi, on va voir, s'interroger sur la transposabilité en France de ce qui a été publié, y compris dans le New England Journal of Medicine, sur une dose égale 2 doses dans un certain nombre de pays. Évidemment, ce n'est pas l'AMM, donc vous comprenez qu'on soit un petit peu dans une zone de frilosité. Mais on ne peut pas non plus considérer que ce qui a été publié de façon récurrente dans beaucoup de pays soit absolument inexistant. Et après, moi, je dirais qu'à un moment donné, la question peut éventuellement se poser. Elle pourra éventuellement se poser. Je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je suis aussi d'accord pour dire que si on n'avait pas rendu obligatoire le vaccin contre le DTP, eh ben, aujourd'hui, on aurait plein de gens qui ne seraient pas vaccinés et qu'on est bien obligé d'observer déjà qu'aux États-Unis d'Amérique, eh ben, il y a une vague de rougeole mortelle qui commence à s'installer. Donc, quid commodo, quousque tandem. Catilina. Merci beaucoup, Norbert Ifra. Donc, on voit avec cette table ronde sur dépistage qu'on a vraiment des initiatives intéressantes. On parlait d'interception, où on peut essayer de voir sur quelle population porter l'effort, en particulier avec impulsion vers un dépistage organisé du cancer du poumon, le cancer le plus meurtrier. On voit des initiatives d'aller vers tout à fait innovantes, mais il y a encore des questions qui sont importantes, des questions d'accessibilité aux moyens de dépistage et puis aussi des publics
qu'on a du mal à cibler, mais on voit que voilà, tout ça est en train de se faire progressivement. Merci infiniment à tous les trois, professeur Courreau, docteur Delage, docteur Grenier. Merci à vous.